adapté, vérifiez conditions magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h13, l'heure de retrouver Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Taxation des retraités ou pas, 7 heures travaillées mais non payées ou pas, on est un peu perdu entre les annonces et les démentis gouvernementaux de la semaine. Y aurait-il un problème de méthode avec l'équipe Bayrou? Écoutez, il y a de quoi s'y perdre en effet. Lundi, la ministre déléguée au travail, Astrid Panosyan-Bouvet, lance l'idée d'une taxation des retraités. Le lendemain, le patron de Bercy, Éric Lombard, lui apporte un démenti sec, mais le mal est fait. Vous savez, naguère, il y avait une plaisanterie dans les écoles de journalisme. On disait une information suivie d'un démenti, ça fait quand même 2 informations. On pourrait dire pour un gouvernement, une annonce suivie d'un démenti, ça fait 2 dégâts. Premier dégât avec le scénario évoqué par la ministre, car maintenant les retraités ont la conviction d'être la prochaine cible. Et puis deuxième dégât avec la mise au point du ministre de l'économie, car ça souligne le couac gouvernemental, ce qui n'est jamais rassurant. Alors est-ce un couac de communication ou est-ce le gouvernement qui n'est pas au clair sur ses arbitrages? Écoutez, je pense quand même qu'il y a un gros problème de méthode, car Astrid Panosyan-Bouvet n'a pas annoncé que les retraités seraient mis à contribution. Elle a lancé l'idée. De même, Catherine Vautrin n'a pas annoncé que les Français allaient travailler 7 heures de plus dans l'année, mais non rémunérées. Elle a juste dit que le gouvernement n'était pas hostile par principe à cette proposition des sénateurs. C'est ce qu'on appelle des ballons d'essai. Et je pense qu'il n'est pas bon que des ministres lancent des ballons d'essai. Oui, bien sûr, il est normal de mettre dans le débat des idées nouvelles, éventuellement décapantes, voire provocantes, pour sentir comment l'opinion réagit, pour voir si elle est réceptive ou rétive. Mais il me semble que ce rôle-là devrait plutôt revenir aux parlementaires ou aux partis. Le ministre, lui, il est là pour trancher et annoncer des décisions effectives. Sinon, ça donne cette confusion que l'on a vue cette semaine. Je dirais que pour être crédible, une parole gouvernementale doit être performative. Et une équipe qui part dans tous les sens, on peut se dire que c'est la faute de son patron. Est-ce donc la faute de François Bayrou? Alors, relativisons quand même. Des couacs ou des annonces mal calibrées ou mal coordonnées, il y en a eu dans tous les gouvernements avant Bayrou, il y en aura dans tous les gouvernements après Bayrou. Mais c'est un fait que ce Premier ministre-là a théorisé le fait que ces ministres devaient exister par eux-mêmes, qu'ils devaient bénéficier d'une véritable autonomie de pensée et d'expression. Par exemple, contrairement à la règle jusqu'à présent en vigueur, ils ne demandent pas à relire les interviews de ces ministres. Alors ça a un bon côté, ça responsabilise les ministres et ça empêche, a priori en tout cas, ces fameux éléments de langage préformatés et qui ne sont en fait qu'une langue morte. Mais un minimum de cohérence et de coordination entre eux n'est pas interdit non plus. Et puis un dernier point sur les ballons d'essai. Si à chaque fois que ça crée un peu de turbulence, le gouvernement fait machine arrière, il n'est pas prêt de prendre des décisions difficiles et courageuses. Vous voyez, il serait perdant sur tous les tableaux. Et puis on se souvient du discours de politique, la déclaration de politique générale de François Bayrou qui disait « On avance et si on se trompe, on corrige ». Il y avait quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas si c'est une méthode, mais enfin c'est ce qu'il expliquait. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur votre application Radio Classique et en vidéo sur lefigaro.fr. Et maintenant l'invité de la matinale, alors que la trêve se poursuit à Gaza et que 4 otages doivent être libérés demain par le Hamas, je reçois l'ancien ambassadeur de France en Israël d'août 2019 à juillet 2023. Bonjour Éric Danon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La libération de 4 otages est prévue demain. Pourquoi ces opérations d'échange se font-elles au compte-gouttes? On peut se poser cette question quand on n'est pas familier de ces marchandages stratégiques. Oui, tout à fait. On peut se poser la question. Déjà, l'accord lui-même, le grand accord, est en 3 phases. Et la première phase a elle-même plusieurs étapes. Donc, ça peut paraître un peu compliqué. Quand on vit dans le monde de la négociation, en fait, c'est assez malin. Parce que ça a des avantages. L'avantage, c'est qu'on contrôle l'application de la première phase au fur et à mesure. Le deuxième
avantage, c'est que vous évitez des réactions trop fortes, excessives, avec des grandes manifestations des deux côtés. Regardez du côté des otages, il y en a eu 3 libérés. Eh bien, tout le monde dit c'est très bien, mais attendons la suite. Et donc, en fait, ça calme le jeu quelque part. Et puis, ça minimise donc la probabilité de retour des combats. Enfin, il faut bien voir que dans cette première phase, au bout de 2 semaines, enfin de 16 jours, il y a le début des négociations de la deuxième phase. Donc voilà, tout ça est très compliqué quand on rentre dans le détail, c'est pas le lieu ici, mais c'est assez efficace pour le moment. Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, on se pose aussi la question de savoir quel type de prisonniers palestiniens sont libérés en échange de ces otages. Alors sont-ils tous des terroristes? Certains aiment bien édulcorer aussi, dire, vous savez, il y a des femmes et des mineurs, donc ça minore la portée et l'intérêt de ces prisonniers. Qui sont-ils, ces prisonniers palestiniens? Des terroristes? Alors, il y a des terroristes au sens de gens qui sont passés à l'action, qui ont tué, qui ont été des combattants extrêmement violents. Et vous avez aussi des personnes qui ont dit des choses, qui ont contre Israël, contre la paix, et qui sont généralement en internement administratif à ce stade. Donc vous aurez de tout. Et le problème, c'est que effectivement, vont être libérés des terroristes, des gens qui disent clairement dès qu'on est dehors, on recommence. Et ça, c'est évidemment problématique. Alors, les réactions du Hamas et de ses partisans, parce que le Hamas existe encore la semaine dernière, à la libération de ces prisonniers, ce sont des réactions de victoire, ce qui a pu surprendre tout le monde au bout d'1 an et demi de frappes israéliennes, avec des centaines, des milliers de victimes. Le Hamas crie encore victoire. Quel est le sens de ce comportement? C'est culturel, c'est-à-dire que dans le monde, je dirais, arabo-musulman extrémiste, la victoire, c'est pour celui qui a combattu. C'est-à-dire que ça n'est pas le résultat final du combat, c'est le combat lui-même. À partir du moment où vous êtes parti au combat, déjà vous êtes victorieux. Si vous mourrez en martyr. Et donc, voilà, c'est une manière de voir les choses. Nous, je veux dire, en Occident, on voit la victoire d'un point de vue militaire. Donc là, évidemment, le Hamas a complètement perdu. Mais pour des personnes qui combattent dans un monde où ils sont portés par la volonté du djihad, c'est-à-dire de l'effort, qu'il soit intérieur, le grand djihad ou le petit djihad contre les ennemis de l'islam, alors vous avez toujours des cris de victoire qui sont toujours difficiles à comprendre pour nous. Éric Danon, on va parler de Donald Trump évidemment, il a fait réellement bouger les lignes au Proche-Orient avant même d'être élu. Comment l'expliquez-vous? C'est justement la force de Trump que de se poser comme quelqu'un qui est à la fois imprévisible, capable d'actions extrêmement fortes, et qui dit, en gros, vous avez intérêt à vous aligner sur ce que je pense et ma vision du monde, parce que autrement, j'ai la force américaine avec moi. Il faut bien voir que Trump est un interventionniste, mais pas un belliciste. Il n'aime pas la guerre, et il veut arrêter la guerre. Son rêve égotiste consistant à vouloir le prix Nobel de la paix, parce que Barack Obama l'a eu. Donc, il va toujours chercher la paix, mais surtout, il va essayer de l'imposer. Et donc, il joue un rôle tout à fait intéressant, si je puis dire, c'est qu'il dit, voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, ça va dans le sens de la paix, et vous avez tout intérêt à le faire, et ça marche. Et donc, il dit, les responsables du Hamas doivent quitter Doha. Eh ben, ils s'en vont, ils se retrouvent en Turquie. Il faut un cessez-le-feu avec. Quand j'arrive, il faudra qu'il y ait un cessez-le-feu qui dure avec le Liban. Eh bien, on y est. Il dit à Gaza, le jour où j'arrive, vous avez intérêt à ce que l'accord pour les otages, etc., soit mis en place. Il est mis en place, et tout est
à l'avenant. Pour caricaturer un peu, en fait, il joue le rôle du Conseil de sécurité à lui tout seul. Ah, carrément, vous y allez. Ah oui. Mais oui, puisqu'il dit ce que le Conseil de sécurité devrait dire et ce que le Conseil de sécurité devrait imposer par la force. Sauf que le Conseil de sécurité est bloqué. Et donc, Trump dit, voilà, je vous dis, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce sont des choses qui vont toujours dans le sens de la paix. Une paix qui peut coûter très cher aux uns et aux autres. On verra surtout sur l'Ukraine. Mais il dit, voilà, non, il faut aller vers la paix, ça suffit. Et moi, je vais vous imposer des deals autour de la paix. Pour le moment, au Proche-Orient, c'est très intéressant parce que ça fonctionne. 8 décrets pris par Donald Trump en début de semaine, et ils concernent directement Israël ou le conflit au Proche-Orient. Absolument, dont 3 qui sont importants. Le premier, c'est la fin des restrictions des livraisons d'armes à Israël, y compris les bombes d'une tonne, qui sont celles qui permettraient éventuellement de taper sur l'Iran. Et c'est celle qui a servi pour Nasrallah, enfin bon. Le deuxième élément, c'est la fin des financements de l'UNRWA. Et c'est très important parce que on va probablement vers la disparition peu ou prou de cet organisme. Et puis là, Trump fait ce qu'il avait annoncé. Il y a un an et demi ou il y a 2 ans, il avait l'UNRWA dans le collimateur. Absolument. Et il fait ce qu'il a annoncé. Il avait d'ailleurs dès Trump 1, pourrait-on dire, où il avait coupé déjà les financements. Et puis la troisième chose importante, c'est que il ne retient aucune sanction contre les colons de Cisjordanie. L'administration Biden avait mis, à cause des excès de ceux-ci, avait mis des sanctions individuelles contre certaines personnes. Il a fait sauter tout ça. Ce qui arrange les affaires de Netanyahou dans ce domaine précis, puisqu'il y a cette opération mur de fer en Cisjordanie. Et en même temps, Netanyahou est dans une position un peu particulière parce que pendant toute la période qui précédait l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, on sentait qu'il avançait, qu'il avait les coups des franches, il attaquait au Liban, il poursuivait évidemment à Gaza, il allait en Cisjordanie avec l'armée israélienne. On pourrait se dire que la trêve ne profite pas à Netanyahou. En tout cas, elle le met dans une position nouvelle, puisque après le 7 octobre, Netanyahou se trouve dans une situation très particulière. Il considère, il le dit lui-même, qu'il y a une responsabilité de son gouvernement, de son administration, dans l'avènement du 7 octobre. Et il dit, il n'empêche que nous allons faire la guerre, et je vais vous rendre le pays, à la fin de cette guerre, dans un état sécuritaire meilleur que le 6 octobre. Et d'un point de vue militaire, il est en passe d'y arriver, puisque Israël, d'un point de vue militaire, est maintenant en supériorité sur l'ensemble du Proche-Orient et a profondément déstabilisé l'Iran, etc. La paix, ou en tout cas le cessez-le-feu, le met dans une situation nouvelle qui déstabilise profondément son système. Vous voyez que pour 2 raisons diamétralement opposées, vous avez un de ces ministres, même 3, mais enfin surtout Ben Gvir, qui démissionne parce que Ben Gvir veut que la guerre continue, notamment à Gaza, et d'un autre côté, le chef d'état-major, Halevi, qui s'en va parce que lui, il dit... Moi, j'ai fait le job, mais il faut que cette guerre s'arrête et je refuse d'aller sur Gaza pour l'envahir. Donc, on voit que Netanyahou, qui est un animal politique exceptionnel, il va se débrouiller comme il a toujours fait pour que les événements le servent à la fois à se maintenir au pouvoir et à prolonger sa vision du rapport de force. Et vous m'avez dit tout à l'heure, c'est comme le vélo, s'il pédale pas, il tombe, s'il ne fait pas la guerre, il tombe aussi. Alors, qui sera l'artisan ? Alors, j'ose pas parler de paix parce qu'il y a d'abord toutes les étapes de cette trêve, mais à quoi pourrait ressembler une pacification de la région et du conflit au Proche-Orient dans les mois qui viennent ? Là, on est un peu dans la boule de cristal, mais avec toutes les précautions qu'il faut prendre. En fait, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas de reconstruction de Gaza ou de paix durable si vous laissez les Israéliens en face des Palestiniens. Je veux dire, ils n'y arriveront pas, et le rapport de force est tellement différencié
au profit d'Israël que ça ne peut pas marcher. Donc, si vous ne pouvez pas laisser Israéliens et Palestiniens face à face, vous devez mettre des médiateurs entre les deux. Jusqu'à présent, dans l'histoire, la médiation, c'était toujours les Américains qui se mettaient là. Or, il n'y a pas de possibilité que ce soit encore eux tout seuls, parce qu'il y a un manque de crédibilité, justement, du côté palestinien. Il faut donc faire entrer les Arabes dans le système. Les pays arabes, pour des tas de raisons, et ça va faire hurler certains, n'ont pas envie que le conflit s'arrête, mais il y en a qui veulent que le conflit s'arrête. En particulier, celui qui est le plus intéressé à l'arrêt du conflit, c'est l'Arabie saoudite. Et donc, on peut imaginer qu'il y aura un travail de pacification avec les États-Unis et l'Arabie saoudite en médiateur, plus d'autres qui vont aider à reconstruire Gaza, dont l'Union européenne. Éric Danon, merci d'avoir éclairé les auditeurs à la veille de la libération attendue de ces 4 otages. À bientôt. Je rappelle que vous avez été ambassadeur en Israël de 2019 à 2022. Merci à vous. Merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Augustin Lefebvre et nos esprits libres du vendredi, Géraldine Wessner et Jean-Marie Colombani.